Déjà, il faut démystifier le fait qu'on n'est pas créatif. Tout le monde peut être créatif. C'est une certitude, en fait, tout le monde est créatif, mais tout le monde ne se considère pas comme créatif parce qu'ils ne savent pas voir où est-ce qu'ils sont créatifs. Souvent, on dit, voilà, la bonne idée, elle arrive sous la douche. La bonne idée, elle arrive en marchant. C'est ce qu'on appelle la sérendipité. Encore un mot, si tu veux le placer, tu es en soirée. Dans l'art contemporain, il y a des gens, ils vont scotcher une banane à un mur et ils disent c'est de l'art, c'est créatif. Qu'est-ce qui est de l'art, qu'est-ce qui est créatif là-dedans? C'est juste l'idée, c'est pas l'exécution. Mais avoir l'idée, c'est compliqué. Il y a même aujourd'hui des gens qui font de l'art avec de l'intelligence artificielle. C'est pas eux qui font, ils ont juste l'idée. La créativité, c'est la capacité d'un individu à générer une idée qui soit à la fois nouvelle et adaptée. Avoir plein d'idées, ça veut pas dire que c'est des bonnes idées. Oui, c'est vrai. De toute façon, c'est pas un concours. Mais j'ai quand même gagné. Les voix du podcast. Les voix du podcast. Les voix du podcast. Viens, on t'exprime. Bienvenue à tous sur notre podcast. Donc le podcast de voix, c'est le deuxième qu'on fait. Et aujourd'hui, je suis en présence de Mathieu Forens. Salut. Et moi-même. Tout d'abord, Mathieu, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui? Parce que je suppose que tes études ont été en rapport avec ton métier. Ouais, Un petit peu, et du coup, en même. rapport avec la créativité, voilà. Déjà, merci de me recevoir, c'est super cool. Au niveau de mes études, moi, j'ai fait une formation en psychologie et je suis ergonome psychologue en psychologie cognitive. Donc, j'ai fait une licence de psychologie, un master en psychologie cognitive et ensuite, j'ai fait un petit peu de recherche fondamentale dans un laboratoire de recherche à Aix-en-Provence en travaillant notamment sur des recherches autour de la créativité collective. Et aujourd'hui, mon métier, c'est plus dans la recherche fondamentale. Alors, le terme est un peu barbare, c'est de l'anglais, c'est UX Researcher. Donc, c'est un expert en recherche utilisateur. Donc, globalement, mon métier, c'est d'aider les entreprises à créer des services et des produits en se basant sur les besoins de leurs utilisateurs. Donc, je suis un petit peu en charge de la connaissance utilisateur et du fait que ce qu'ils produisent, ça réponde à ces besoins-là. Donc, quelque part, je favorise la créativité des entreprises pour qu'ils créent des solutions qui soient meilleures, mieux adaptées au contexte, aux besoins des utilisateurs. Après, j'ai plusieurs casquettes. Ça envoie là, quand tu dis ça comme ça, ouais, tu fais ah ouais, cool, je sais pas ce qui. Merci. C'est quoi le rapport entre du coup la psychologie que tu as fait dans tes études et là ton métier actuel? Alors, le rapport, c'est que en faisant des études en psychologie et en psychologie cognitive, en gros, je suis formé à savoir comment un cerveau fonctionne et du coup comment des personnes vont réagir à telle ou telle chose. Par exemple, comment fonctionne la mémoire, comment fonctionne la perception. Je vais savoir que quand sur une application, il va y avoir trop d'informations, ça va entraîner une charge cognitive. Donc les gens vont être en difficulté, ça va être plus fatigant, ça va demander plus de temps. Donc je vais pouvoir conseiller de réduire le nombre d'informations. Mais en gros, toutes les connaissances en psychologie, ça permet d'aiguiller les gens sur telle solution elle va mieux marcher ou telle solution va pas marcher parce qu'il va rencontrer tel problème et tel problème. Avant, ce qui se faisait, c'est que c'était surtout des techniciens, des développeurs, des ingénieurs qui se disaient on a une super idée, on va la construire et on va aller convaincre les gens qu'on a une super idée et qu'il faut l'acheter. Et ça en fait, des fois ça marche quand tu avais vraiment une bonne idée à la base, mais les trois quarts du temps ça marche pas. Parce que tu as ton idée dans ton coin, tu as ta manière de voir les choses, ta manière d'imaginer comment les gens vont utiliser ton truc et quel est leur besoin. Et en fait, quand tu arrives devant eux avec un produit final, les gens, ils en veulent pas parce qu'ils n'ont pas ce besoin-là, parce qu'ils n'aiment pas ce que tu as fait. Et donc, pour éviter ça, ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est d'adopter une démarche où d'abord, on va aller voir les utilisateurs finaux, comprendre qui ils sont, quels sont leurs besoins, dans quel contexte ils vont utiliser le produit, pour essayer de, petit à petit, orienter la conception du produit vers ces besoins-là. Et à chaque fois, aller voir ton utilisateur et dire alors là, comment ça se passe, tu arrives à faire ce que tu veux, c'est intéressant, oui, non. Et tu orientes, et à la fin, quand tu as ton produit final, il répond aux besoins de tes utilisateurs. Donc tu vas avoir une adoption, une envie d'utiliser qui va être plus grande. Bon, parfait, merci. On est bon sur ce niveau-là, je pense. J'attaque avec la première, donc là, ça va tomber. Ça va s'effondrer, là. Ouais. Donc ça, c'est un château de cartes. Ouais. Mais, si tu regardes bien, il y a marqué quelque chose. Ouh. Stylé. Pour chaque carte, il va y avoir en fait une question. Et donc par exemple, sur celle-là, donc on commence par le commencement. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un de créatif? Eh bien écoute, ça a évolué ma vision là-dessus. Avant, je t'aurais dit probablement non. Maintenant, je pense que oui. Ça c'est la réponse facile. Pourquoi avant tu te considérais pas créatif? Ouais. Parce que en fait, ça dépend comment tu définis la créativité. Les gens savent globalement de quoi on parle à peu près,
Mais si tu leur demandes une définition précise de ce que c'est être créatif, par contre, là, je pense que la majorité des gens est en galère. Et pour moi, la créativité, c'était plus la vision de la créativité artistique. Des génies créatifs qui vont te faire des œuvres magnifiques, et qui vont te sortir un chef-d'œuvre tous les 2 jours et tout. Et je me considérais pas comme ça. Mais en fait, la créativité, pour l'avoir étudiée et pratiquée sous plein de formes différentes, c'est pas ça, c'est pas que cette créativité artistique-là. Du coup, il y a un moment donné où tu t'es dit, bon, bah là, je peux être créatif dans mon domaine. Du coup, tu disais, non, mais moi, je suis pas un artiste, je suis pas créatif. Et là, aujourd'hui, tu te dis quoi pour être créatif? Ouais, c'est plutôt, je me suis rendu compte que je l'étais déjà créatif. Que depuis tout petit, j'adorais créer des trucs dessinés, fabriquer des choses. Après, à l'adolescence, je me suis mis à faire de la musique. Et en fait, j'avais toujours cette envie de faire des choses dites créatives. Donc ça, je l'ai capté après. Et que ça, en soi, c'était déjà être créatif. C'est pas que dans ces activités-là, dites créatives, que tu peux être créatif. Mais sur plein d'autres activités. Mais ouais, sans le savoir forcément. Sans le savoir forcément. Et ça, pour moi, c'est une certitude. En fait, tout le monde est créatif, mais tout le monde ne se considère pas comme créatif parce qu'ils savent pas voir où est-ce qu'ils sont créatifs. En vrai, c'est super intéressant. Donc, je te repose la même question. Toi, de ton côté, est-ce que tu te considères comme créatif? Ah bah du coup, oui. Ouais. Enfin, ma définition personnellement que j'avais, créatif, bah, il y a le mot créer et j'ai toujours créé en fait. J'ai aussi eu beaucoup de périodes où je construisais des meubles. Au niveau graphisme, j'ai beaucoup dessiné aussi, donc j'ai toujours été un peu créatif et même quand je fais du sport ou quoi, c'est trouvé un peu différemment. Intéressant ça aussi que du coup tu parles de sport aussi, tu vois, c'est pas forcément un truc sur lequel on se dit créatif direct. Bah écoute, je t'invite à piocher la carte du dessus. Vas-y. Qu'est-ce que la créativité ? Et quelle est la différence avec l'imagination ? Dans l'art contemporain, il y a des gens qui vont scotcher une banane à un mur et ils disent c'est de l'art, c'est créatif. Et les 3/4 des gens, ben voilà, ils rigolent. Ils disent c'est bon, t'as scotché une banane à un mur, il n'y a aucun mérite. Mais en fait, c'est parce que qu'est-ce qui est de l'art, qu'est-ce qui est créatif là-dedans ? C'est juste l'idée, c'est pas l'exécution. L'exécution, elle est facile. Mais avoir l'idée, c'est compliqué. Et avant, les artistes, c'était aussi des artisans. C'est-à-dire qu'il fallait qu'ils soient bons techniquement à maîtriser une technique artistique pour être considérés comme artistes. Donc il fallait qu'ils aient d'abord l'idée et qu'en plus ce soit de bons artisans. Maintenant, être artiste, c'est surtout avoir l'idée, avoir le concept. Être artisan, tu peux le déléguer. Il y a même aujourd'hui des gens qui font de l'art avec de l'intelligence artificielle. Tous les modèles de génération d'images, c'est pas eux qui font. Eux, ils font des prompts. Ils écrivent des choses, donc ils ont juste l'idée. Est-ce qu'ils sont pas créatifs ? En fait, si, ils sont créatifs. Mais c'est pas eux qui exécutent. Du coup, tu vois, le lien entre imagination et créativité, il y est de base. Parce que si t'as pas l'idée, tu pourras jamais rien faire. Mais ça part vraiment à la base d'une idée. Du coup, ça me permet de revenir sur qu'est-ce que la créativité, la définition en psychologie en tout cas. La créativité, c'est la capacité d'un individu à générer une idée qui soit à la fois nouvelle et adaptée. Il faut qu'il y ait les deux. Nouvelle et adaptée, c'est les deux jambes, sinon ça marche pas. Si c'est nouveau mais que ça sert à rien, qu'il n'y a pas d'application, ben, t'es pas créatif. T'as juste créé un truc qui n'existait pas avant, mais voilà, j'ai fait un trait d'une forme qui a jamais été faite. Ben, cool pour toi. Et du coup, il faut que ce soit adapté. Mais adapté, c'est là où la définition, on peut un petit peu la tordre dans tous les sens. Et c'est là où je dis que c'est pas forcément qu'un truc artistique, être créatif. Parce que, par exemple, dans l'art contemporain, pour que l'œuvre elle soit adaptée, faut pas forcément qu'elle soit belle, tu vois, pour que ce soit créatif. Bah non, en fait, si ton but à la base c'était de choquer les gens, t'as fait une banane scotchée à un mur, t'as choqué les gens, t'as réussi ton coup. C'est nouveau, ça n'a jamais été fait, c'est adapté. Et du coup, si tu prends ce truc adapté, que tu essayes de le mettre dans plein de contextes différents, bah, tu vois que tu peux être créatif partout. En sport, tu disais, une figure en skate qui n'a jamais été faite, qui soit belle esthétiquement, ou qui soit compliquée à réaliser, tu mets le curseur où tu veux en fait dans le truc de c'est adapté. C'est créatif. Tu as fait un truc qui n'a jamais existé et qui atteint son but. Pareil, tu veux t'habiller le matin, tu peux être créatif, tu vas associer deux trucs, deux fringues que tu n'avais jamais associés avant et les gens trouvent ça joli. C'est nouveau, c'est adapté, parfait. Et du coup, la créativité, si tu la définis comme ça marche beaucoup mieux pour définir beaucoup plus de choses. Tu parles plus juste de l'art, tu parles de plein d'autres choses. C'est une fois que tu as créé quelque chose de nouveau et d'adapté, c'est bon. Effectivement, il faut d'abord l'imaginer et après le mettre en œuvre. Si tu as eu juste l'idée mais que tu le fais jamais, on peut pas dire que
tu as fait quelque chose de créatif. Tu as eu une idée créative. Est-ce que du coup, il y a vraiment une différence avec l'imagination ou du coup, il n'y en a pas? Bah, pour moi, l'imagination, il faut qu'elle soit là avant, parce que si tu n'imagines pas, tu vas pas créer. Tu vois? Tu peux créer et être créatif en faisant un truc sans l'avoir imaginé avant. Tu vas faire, et il y a beaucoup d'inventions qui sont faites comme ça, plus qu'on le croit, tu vas faire des trucs, tu vas te planter, et en fait, à la fin, ça sera un truc nouveau et adapté. La superglue. Tu sais comment elle a été inventée, la superglue? Non. C'était dans l'industrie aéronautique. En gros, ils testaient plein de produits différents pour les pare-brises des avions. Et en gros, ils ont mis une formule de produit, ils ont mis sur le pare-brise, ils ont mis un capteur dessus pour faire des mesures. Et quand ils ont voulu enlever le capteur, ils n'ont pas réussi. Ils étaient en galère, c'était collé, et voilà. Et au début, bah, c'était une erreur, quoi. Le truc, ça faisait pas du tout ce que ça devait faire à la base. Sauf qu'en fait, ils l'ont commercialisé comme une colle, et c'est de la superglue, et ça se vend par tonne, tout le monde a un usage pour ça. Et ça, voilà, du coup, ils ont été créatifs sans l'imaginer avant. Mais si tu te dis pas, ah, en fait, c'est adapté à tel usage, mais ça restera une erreur. Jamais tu te seras dit, je suis créatif, alors que pourtant, tu avais de l'or entre les mains. Pour ça, il y a une différence entre imagination et créativité. Tu peux être créatif sans imaginer, mais tu peux d'abord imaginer dans le but d'être créatif. Ouais. Ok, la créativité n'est pas forcément dans l'art. Est-ce que tu as vu le documentaire sur TerraVision, Google Earth? Non, je crois pas. En fait, c'est un documentaire sur Netflix qui nous parle de la création de Google Earth. Ok. Parce que tout le monde connaît aujourd'hui Google Earth. Et en fait, de base, c'était pas Google Earth, ça appartenait pas à Google. Ok. C'est un mec, il était un peu développeur, il faisait du code, et il s'est dit, je vais faire de l'art à travers un ordinateur et à travers des lignes de code. Donc personne peut se dire, bah, c'est de l'art parce qu'en vrai, c'est juste des lignes de code. Et en fait, voilà, il a décidé pour lui, vraiment, il voulait faire de l'art à travers l'ordinateur, et il a créé TerraVision. Alors, on peut se dire que c'est pas créatif, mais lui, il se définissait comme ça. Il y a des liens évident entre l'art et les sciences. Et tu as dit un mot là dans ta liste de ce dans quoi on peut être créatif, la résolution de problèmes. En fait, la résolution de problèmes, ça couvre un petit peu tous les autres cas. Parce que tu as toujours un problème auquel tu essayes d'apporter une solution, et cette solution, elle va être plus ou moins créative, selon si elle est nouvelle, adaptée, la manière dont tu vas t'y prendre. Pour moi, l'être humain, on est des machines à résolution de problèmes. On fait que ça toute la journée. On voit des choses et on essaye d'en faire d'autres, et on se demande comment y arriver, et on essaye de faire en sorte que c'est de la résolution de problèmes. Ouais, carrément. Est-ce que tu peux me donner cette carte là? Tiens. Quand on fait preuve de créativité dans un domaine, est-ce que ça veut dire qu'on est quelqu'un de créatif ou qu'on peut être créatif dans tous les domaines? Elle est bien celle-là. Elle est plus compliquée que ce qu'on pourrait croire. Parce qu'il y a plein d'études sur la créativité, et comme tout le temps en science, il y a plein de théories qui sont vraies jusqu'à ce qu'on prouve l'inverse. Et ça, en science, c'est comme ça. Donc, chacun a des réponses qui sont aujourd'hui toutes plus ou moins acceptées, on va dire. Est-ce que quelqu'un qui est créatif dans un domaine, il est créatif dans plein d'autres domaines? Ça voudrait dire en fait que tu as une composante de personnalité interne qui fait que tu peux dire cette personne est quelqu'un de créatif et elle sera créative partout. Aujourd'hui, il n'y a pas de réponse claire à ça. Il y a des gens où on voit qu'ils ont été créatifs partout. Tu prends Léonard de Vinci, le mec clairement, peintre de folie, inventeur de génie, il était bon à peu près dans tout ce qui touchait. Et il faisait des choses nouvelles et adaptées dans à peu près tous les domaines qui touchaient. Donc tu peux dire, ouais, là il y a clairement un profil de quelqu'un d'hyper créatif. Après, on voit qu'il y a des personnes qui vont être très créatives dans un domaine, par exemple artistique, souvent c'est ça. Hein. On va prendre quelqu'un, par exemple, qui fait de la peinture, il peint très bien, et on va dire, voilà, il est très créatif. Mais par contre, je lui demande d'essayer de résoudre un problème d'une manière innovante, il y a plus personne. Ça va pas, tu vas moins sentir cette créativité. Ça, je pense que c'est parce que d'une part, on en parlait, la définition de la créativité, tu peux être un très bon artisan artistique, faire des choses très belles, mais tu inventes rien de nouveau en vrai. Donc en fait, t'es pas vraiment créatif à la base. C'est que t'es très bon en dessin, point. Mais on va te dire que t'es créatif, parce que c'est associé très souvent à l'art. Et si on revient un petit peu aux différentes théories qu'il y a en psychologie, il y a différentes choses qui vont influencer la créativité de quelqu'un. Il y a une composante qui est, je pense, moins importante, c'est les facteurs de motivation à faire des activités dites créatives. Quelle est ta source de motivation? Est-ce qu'elle est externe ou interne?
Est-ce que tu vas faire une activité créative parce que l'activité en elle-même te plaît? Ça serait une motivation interne à toi-même. Ou est-ce que tu as une motivation externe? Faire quelque chose de créatif va te rapporter de l'argent, de te valoriser socialement parce que les gens vont t'admirer. Voilà, ça c'est externe. En fait, on se rend compte que les gens qui ont des profils hautement créatifs, très souvent, en tout cas qui produisent beaucoup de choses créatives, très souvent, ils sont motivés de manière interne. Ils sont motivés de manière interne parce que l'activité elle-même est plaisante. Ce qu'on appelle, avec un mot un peu savant, si tu veux te la péter en soirée, une activité autotélique. L'activité en elle-même est plaisante à faire. Donc ils sont motivés par l'activité, du coup ils vont passer du temps à la faire, ça leur apporte de la joie, de la dopamine, donc ça active le circuit de récompense. Du coup ils ont plaisir à le faire, et ils ont plaisir à recommencer plus tard parce qu'ils ont bien aimé. Ils aiment bien ce qu'ils produisent en plus. Au plus ils vont la faire, vu qu'ils aiment bien faire, ils vont le faire souvent. Au plus ils vont faire cette activité, au plus ils vont devenir bons. Et du coup, ça fait des gens qui deviennent de plus en plus créatifs comme ça. Parce que l'activité en elle-même est plaisante. Il faut aussi plusieurs choses. Notamment, le fait d'abord d'avoir des connaissances sur différents domaines. Effectivement, c'est plus dur d'être créatif dans un domaine si tu as zéro connaissance. Parce que tu sais pas ce qui a été fait avant, donc tu sais pas ce qui est nouveau. Tu sais pas ce qui est possible de faire, quelles sont tes contraintes. Et si tu connais pas le domaine, tu sais pas ce qui va être adapté. Bah, tu vois par exemple, pour une petite anecdote, là, c'est Fabien Olicard qui notait dans son livre, tu le connais, oui, c'est un mentaliste. Il a plein de casquettes, mais ouais, mentaliste. Voilà. Enfin, sur YouTube, bref, je pense qu'il est assez connu. Et en fait, qui voulait écrire un livre original. Ouais. Du coup, il était très pote avec Bernard Werber, donc c'est un écrivain. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas. Et il lui disait non mais moi je veux faire un livre un peu alternatif, original, mais en même temps j'ai jamais trop écrit. Et justement Bernard Werber lui disait avant d'écrire un livre original, fais un livre traditionnel. Ouais. Comme ça t'apprends les codes de base qui sont pas originaux mais qui te permettront par la suite de pouvoir casser ces codes. Clairement. C'est quelque chose qui est sous-estimé, c'est d'avoir la connaissance du contexte pour justement après aiguiller ta créativité. Tu peux pas être créatif en cuisine si t'as jamais cuisiné, tu peux pas écrire un livre révolutionnaire si t'as jamais écrit avant. Du coup, faut avoir des connaissances antérieures. Il y a un modèle que j'aime bien, c'est le modèle analogie et gestion de contraintes. En fait, on se rend compte que les gens qui sont très performants quand ils sont créatifs, ils fonctionnent pas en essayant, comme on a pu le penser à un moment avec le brainstorming quand il a été créé, que au plus tu vas avoir d'idées, au plus tu vas être créatif. En fait, c'est à moitié vrai. Si tu as 1000 idées, tu as plus de chances d'avoir une idée bonne parmi les 1000. En fait, c'est pas comme ça qui marchent les gens qui sont créatifs au quotidien. On se rend compte que les gens qui sont hautement créatifs de manière professionnelle, régulière et tout, ils fonctionnent plutôt en phase divergente puis convergente, voire les deux en même temps. C'est-à-dire qu'en même temps, ils créent plein d'idées et en même temps, ils se réduisent le nombre d'idées possibles. Analogie, en fait, c'est tu vas faire des associations d'idées. Donc tu vas faire des analogies entre des connaissances issues de plein de milieux différents et ensuite tu vas sélectionner les plus pertinentes. Donc ça va te faire des associations d'idées et parmi des associations d'idées, tu vas avoir un truc, tu vas dire « Ah ouais, ça a du potentiel, c'est parce que ça correspond à ma situation. » Mais cette situation, il faut l'avoir définie, donc il faut avoir les connaissances de la situation et pouvoir se dire que, vu les contraintes que tu as, c'est ça qui est le plus adapté. Donc en fait, tu es en permanence en train de ouvrir le champ des possibles, le refermer, l'ouvrir, le refermer. Et c'est comme ça que ça marche bien. Quand tu penses à une équipe, avoir plein de profils très différents, avec des expertises différentes, des savoirs différents, c'est très bien pour avoir une équipe créative. Si tu prends des gens qui pensent tous pareil, voilà, tu vas avoir moins de créativité. Et c'est pareil pour un individu seul. Si tu as plein de connaissances dans plein de domaines, potentiellement tu vas faire des connexions entre des choses de domaines très éloignés pour résoudre un truc donné. Donc savoir plein de petits trucs un peu partout, ça aide à être créatif. Alors ça pour le coup, donc c'est une animation de moitié d'entretien. Ouais. Un petit peu. Tiens, est-ce que tu veux lire ce qui a marqué là sur le... Vous avez 1 minute. Préparez-vous en prenant une feuille et un stylo. Écrivez tout ce que vous pouvez faire avec. Et quand on va retourner, à mon avis, ça démarre. Si tu veux, vas-y. Ouais, du coup, donc là, petite side note, ça va être de la divergence. Le maximum d'idées possibles, c'est ce qu'on appelle pensée divergente. Ok. On est bon? Ouais.
Go. Une brique. Donc, Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Attends, et maximum. Hein. Oh là là, ça... un peu de pression là, on peut se le temps d'écrire et tout. Pas facile, hein. On peut se faire des idées avec une brique, c'est difficile. T'as plein d'idées, ça t'arrive bien là. Et... Je suis en train d'essayer de... Hop, je vous laisse écrire. Purée. Ok, toi t'as bien géré, je crois. Ah, mais avoir plein d'idées, ça veut pas dire que c'est des bonnes idées. Oui, c'est vrai. Donc, Bah, j'espère que t'as eu plein d'idées mauvaises. Bah, tu vas voir qu'il y en a plein. Et c'est justement tout le truc de la pensée divergente. Et tu marques un maximum en espérant, croisant les doigts, qu'il y en ait une bonne au milieu. Alors, écoute, moi j'ai noté, bon déjà, alors la base, une maison, un mur, Ouais. tu l'as noté aussi, La je base. pense. Ouais. Bah, oui, ça c'est ce qu'on appelle, c'est normalement les idées, ça, quand tu fais des brainstorming, ce qu'on appelle les idées que tu vas essayer d'avoir pendant la phase de purge, où tu dis tous les trucs évidents. Ok, ouais. Donc ça, ok, ouais. Donc, construire un mur. T'en as un Tu autre l'avais. de... Est-ce que t'avais une autre idée de purge évident? Ouais, alors ça pourrait casser une vitre. Alors, moi... Non. Je pas noté ça. Ouais. Casser une vitre? Ouais, mais c'est. Ouais. Mais alors par contre, j'ai noté quelque chose d'autre. Moi, j'ai marqué, ça pourrait tuer quelqu'un. Ouais, bah voilà, tu vois, ça sert pour péter un truc, casser une vitre, tuer quelqu'un, regarde. Ouais, tu vois. Tu vois. Et j'ai marqué aussi casser une brique. Avec une brique, on peut la casser. Tu peux casser une brique. Ouais. Alors, j'ai noté, on peut peindre la brique. Ouais. Peindre, voilà. Je sais pas qu'est-ce que tu peux peindre dessus, mais je suis sûr qu'on support. peut accrocher une brique à un tableau et ça fera. Et tu vois, là, quand on parlait d'analogie tout à l'heure, de lien entre les trucs, tu as pensé à tuer quelqu'un, donc tu as pensé à casser, donc casser une brique avec une brique. Là, tu t'en sers pour peindre parce qu'on parlait d'art juste avant, donc tu peins dessus. Ouais, c'est peut-être de que l'association. ça va, ouais, complètement. Et en dernier, j'ai noté, bon, ça parce que je connais, Ouais. du coup, je pense que ça tu aurais pas pu l'avoir, mais un module de skateboard, parce Ouais, que grave. en fait, y en a qui s'en servent en street et en fait, tu empiles des briques et tu mets de l'époxy, de la wax et tu peux glisser dessus en fait. Carrément. Tu vois, Mais ouais. ça, je pense qu'il faut avoir de la connaissance dans le domaine pour pouvoir de skate. l'imaginer. Exactement. Du coup, tu as fait une analogie avec un truc que tu connaissais, tu Ouais. servis de tes connaissances là-dessus. Après, du coup, tu en as eu 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, j'en ai eu 5. On bloque en général assez rapidement à 7 sur les trucs comme ça, et après, il faut pousser un peu plus pour en avoir beaucoup, parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais du coup, en fait, sur ces trucs-là, comme Comment je disais, ça, le but c'est d'avoir un maximum. Je suis mauvais, c'est ça, tu me dis? Non, c'est pas ça du tout. C'est que c'est un nouvel exercice. Moi, c'est un truc que j'ai déjà fait plein de fois. Donc, Ah oui. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, tu vois, je suis à 9. Pas... Ouais, de toute façon, c'est pas un concours. Mais j'ai quand même gagné. Donc ouais, non, après, en fait, je savais qu'il fallait chercher des trucs hors du cadre, tu vois, think Ouais. out of the box. Du coup, ouais, voilà, j'ai mis pour poser un écran dessus, tu vois, pour rehausser un écran, s'en servir dans une bibliothèque pour caler des livres, s'en servir de dessous de plat pour caler une porte, comme un chapeau très très lourd. Bon, après, ça, c'est 3 idées, mais ça fait qu'une, hein, parce que c'est caler quelque chose. Effectivement, mais je l'ai décliné. Mais on pourrait le regrouper dans une catégorie. Voilà, donc Tout à fait. déjà, Mais j'ai quand- t'en feras en moins. J'ai quand même gagné, j'en ai pas. Et tu vois, après, dans le style d'idée, ça sert à rien, personne n'en veut, mais ça n'a pas été fait, s'en servir comme un chapeau très très lourd et pas pratique. Mais ça marche, tu vois. Ok, ouais. Tu peux t'en servir de cendrier, tu peux t'en servir de pot de fleurs, tu vois. Ah, j'ai une nouvelle idée. Ouais. S'en servir pour mettre dans un sac à dos et s'entraîner à la randonnée Ouais. et même pour la salle muscu, s'entraîner pour porter. Pour s'entraîner Et en se mode développer les muscles. shonen, Ouais. ouais. En carapace Hop là, de ça tortue fait une de géniale. plus. Putain, on refera les comptes. Hein. Ouais, mais ouais, nickel. là, Bon donc- exercice de alors, c'est du brainwriting. T'as le brainstorming, c'est à haute Parler. voix à la base, et ça, c'est du brainwriting, c'est tu listes plein d'idées. Ça, tu peux le faire en atelier, ça marche bien dans les ateliers de créativité pour un petit peu lancer la machine. C'est pas là où tu vas avoir les meilleures idées en général. Comme je disais, pour purger. Tu vois, tous les trucs évidents, tu les mets, les gens partagent un petit peu. Parfois, tu en as une intéressante, une ou deux intéressantes, tu les gardes, tu les mets de côté. Je sais que j'ai déjà entendu parler de certaines personnes qui disaient moi je préfère que chacun développe plein d'idées de son côté et qu'ensuite on les regroupe pour pas que les autres soient influencés Ouais. par les idées, tu vois. C'est à cause d'encore autre chose. C'est parce que quand tu crées seul, c'est une chose, quand tu crées en groupe, c'est beaucoup plus compliqué parce que tu rajoutes les notions de dynamique sociale, d'interaction entre les personnes. Et il suffit que dans un groupe, tu aies une personne qui soit un leader ou juste qui a une haute opinion de lui-même,
ou qui soit le chef, c'est le patron, eh ben, les autres vont pas s'exprimer de la même manière. Ils vont pas oser proposer les mêmes choses. Il y en a un qui va prendre l'ascendant, ou alors il y en a certains qui ont des très bonnes idées qui vont s'effacer, ils vont plus rien dire, plus rien proposer. Donc en fait, en groupe, tu as d'autres enjeux. C'est pour ça qu'il y a plein de techniques, méthodologies pour aider les groupes à créer, parce que c'est très compliqué de créer en groupe à cause de ces dynamiques sociales. Ouais. Ok. Bon, et du coup, au niveau, je pense que c'est des résultats, c'est les exemples de ce qu'il pouvait y avoir. Là, il est marqué, cet exercice évalue la pensée divergente en testant votre capacité à générer des idées originales et variées en dehors de l'usage conventionnel. Par exemple, la brique aurait pu être en mousse ou une brique de lait. Exactement. On est parti sur une brique en pierre, mais on pouvait encore penser en dehors de la boîte différemment. Tu es d'accord avec ce qui est écrit déjà Carrément, ouais. Donc, exemple d'usage originaux. Un presse-papier. Un instrument de musique. Non, ça je l'ai eu. Une brique d'or. Parce que t'es trop créatif. Un lingot. Oui, un lingot. Ouais, tout à fait. Oui. Une brique de Lego. Oui. Une brique de glace. Un contenant à boisson, brique de jus. Une brique en mousse pour le yoga. Une brique de paille. Une brique d'un système, un module, un élément, quelque chose comme ça. Ok, donc ça c'était pour l'animation. D'ailleurs, j'ai bien aimé. Je te laisse lire ce qu'il y a sur cette carte, derrière du coup pas sur ça. Pas là, ok. Et là tu vois ça va ramener sur le sujet. On a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. La créativité est-elle liée à l'intelligence? Et l'intelligence en psychologie c'est un gros sujet. Comment on la mesure? Aujourd'hui, aujourd'hui ça fait maintenant longtemps qu'on parle du QI, quotient intellectuel, qui a une manière d'être mesuré. C'est censé mesurer l'intelligence. En vrai, ça, pour moi, et il y a pas mal de gens qui partagent cette vision, ça ne mesure pas l'intelligence en soi. Il n'y a rien qui mesure la créativité, par exemple. Il y a de la pensée formelle, logique, faire de rotation de formes dans l'espace, trouver des suites de symboles et tout, du verbal, tout ça. Et en fait, c'est des champs très spécifiques et c'est très scolaire en fait. Si tu allais à l'école, tu auras un meilleur QI que si tu n'es pas allé à l'école. Pourtant, face à un problème, c'est pas pour ça que tu es plus bête et que tu vas pas arriver à le résoudre. Tu vois, le QI et l'intelligence en soi, déjà il y a un débat sur comment ça fonctionne. Quand tu es grand, c'est plus facile de sauter haut. C'est pas parce que tu es petit que tu peux pas sauter. Donc, être intelligent, ça aide à être très créatif. C'est pas parce que t'es pas intelligent que tu ne peux pas être créatif. C'est ça, c'est au plus t'as d'outils dans ton garage, au plus tu vas pouvoir réparer tout ce que tu as facilement. C'est ça. Mais c'est pas parce que t'as pas d'outils que tu peux pas réparer. Exactement. C'est juste ça va être plus facile, tu vas y arriver plus souvent, mieux, tu vas mieux performer tout le temps. Mais n'importe qui peut être créatif. Et voilà. Quels sont les alliés à la créativité et les ennemis aussi? Donc là, on va aussi parler, si t'en as l'occasion, de comment faciliter la créativité face à, par exemple, éviter le syndrome de la feuille blanche, etc. Tu vois, super bonne question. Alors, les alliés de la créativité, on en a cité quelques-uns déjà. D'avoir connaissance de ce sur quoi tu vas créer, donc les connaissances préalables que tu as. Aussi, quand on parle du syndrome de la feuille blanche, justement, des fois, il faut aussi savoir prendre du recul parce que, en fait, il y a des processus conscients et inconscients dans la créativité. Des fois, on va être bloqué sur le faire. Et ça ne va pas venir, ou alors on cherche une idée, ça ne vient pas. Il vaut mieux s'arrêter un temps, laisser l'idée travailler en tâche de fond, parce que ton inconscient, il va continuer à travailler dessus, et t'y remettre plus tard. Et pendant ce temps-là, tu vas faire autre chose qui te fait du bien, tu vas te nourrir d'autres événements, d'autres expériences. Souvent, on dit, voilà, la bonne idée, elle arrive sous la douche, la bonne idée, elle arrive en marchant. C'est ce qu'on appelle la sérendipité. Encore un mot, si tu veux le placer, celui-là en soirée. L'idée t'arrive toute seule, t'as l'impression qu'elle te tombe dessus, mais en fait, elle te tombe pas dessus. C'est que tu avais déjà amorcé la réflexion avant, et tu allais faire autre chose, et tu as laissé de la place à ton cerveau pour le traiter de manière inconsciente et arriver avec la réponse. Donc ça peut être un bon allié quand tu es bloqué. Et le fait d'avoir... Ouais. Tout à l'heure, tu disais, c'est pas parce que tu as beaucoup d'idées que c'est bien, mais en même temps, est-ce que ça aide pas quand même
d'accepter d'avoir plein de mauvaises idées pour avoir une bonne idée, parce que peut-être qu'il y en a qui n'acceptent pas d'avoir des mauvaises idées, du coup ils se bloquent et ils trouvent pas d'idées tout court. Enfin, est-ce que c'est... Tu as totalement raison, et c'est pour ça que ça a eu du succès, les brainstorming et tout. Au moins tu apprends à pas te censurer et à des choses qui te paraissent impossibles quand même les considérer, au moins un petit peu. Et ça permet de des fois tomber sur une bonne surprise. Et ça permet aussi de lâcher le flux de pensée et de sortir de cet état aussi de feuille blanche parfois. C'est voilà, tu lâches des choses et ça te met dans l'activité. Et tu peux éventuellement atteindre cet état qu'on disait tout à l'heure de aimer à faire l'activité, parce que c'est déjà plaisant de faire ça, parce que tu sors des choses, c'est productif. Et tu peux même, dans le meilleur des cas, atteindre ce qu'on appelle l'état de flow. Je sais pas si tu vois ce que c'est, l'état de flow. À peu près, ouais, c'est un état où tu te rends pas compte du temps qui passe et que tu es bien dans le... C'est ça, et du coup tu peux l'avoir dans plein d'activités. En général, c'est une activité plaisante. Si tu vas rentrer dans un état où, comme tu dis, la notion du temps va être distordue, tu as l'impression qu'il s'est passé 5 secondes alors que ça fait 2 heures que tu es dessus, tu vas avoir une concentration très poussée, très focalisée sur ce que tu es en train de faire, et tu vas prendre du plaisir en fait à faire ça. Et du coup, de mettre le pied à l'étrier en commençant à générer des idées, ça peut te mettre dans cet état-là où après tu vas être plus concentré pour la suite. Donc ça, c'est bien. Pour favoriser la créativité, et c'est un peu ce que je fais dans mon boulot, là on a fait un petit exercice de brainwriting, donc ça permet de diverger. Après, tu as d'autres exercices pour converger aussi. Tu as plein de méthodologies comme ça pour favoriser. Tu as la technique des 5 chapeaux de Disney. C'est quoi? C'est en gros, tu vas avoir un qui va avoir le chapeau de celui qui va être toujours enthousiaste à propos des idées, celui qui va avoir le chapeau de celui qui va trouver tous les problèmes que l'idée va engendrer, et tu as le troisième qui va être un peu le juge, il me semble, qui va faire l'entre-deux. Et l'idée, c'est voilà, tu vas prendre chaque idée qui a été générée pendant la phase de divergence, et tu vas pouvoir converger. Lui, il va dire ouais, elle est bien parce que ça, et l'autre non, elle est nulle parce que ça, et tu essaies de trouver la vérité au milieu. Et voilà. Individuellement, ouais. Pour une personne individuelle qui nous écoute, qui nous regarde, qu'est-ce que tu conseillerais pour qu'il puisse, tu vois, lui, imaginons qu'il n'y arrive pas, ou qu'il a souvent la feuille blanche en face de lui. Déjà, se lancer sans le problème de la feuille blanche. De se dire, moi je suis pas créatif, je vais pas y arriver. Déjà, il faut démystifier le fait qu'on n'est pas créatif. Tout le monde peut être créatif. Donc le mieux, c'est déjà de commencer à faire un peu et d'itérer. C'est ce qu'on fait dans toutes les démarches, même en groupe et tout. C'est tu fais, tu apprends, tu recommences. Tu fais, tu apprends, tu recommences. Et tu améliores petit à petit. Le meilleur ennemi de l'artiste, c'est la bonne idée. Parce que tu peux rester bloqué sur une idée pendant 1000 ans. Et tu te dis non mais elle est pas assez bien, je la perfectionne, et jamais tu commences. Et tu peux même très facilement t'embourber dans ton idée et la rendre de plus en plus complexe et de plus en plus irréalisable. Et progressivement, tu testes, tu fais un petit bout, plus un petit bout. Donc voilà, de se lancer, de faire un petit peu et de recommencer, c'est bien. Bien définir son objectif. Je veux créer pourquoi, c'est quoi mon but. Donc quand tu crées pour des gens, moi c'est mon métier, je vais me renseigner sur ils ont besoin de quoi ces gens, c'est qui ces gens, en quoi je vais répondre à leurs besoins et en quoi je vais passer à côté de leurs besoins. Et ensuite, faire, tester, aller voir, est-ce que ça marche, ça plaît pas, non ça plaît pas, pourquoi ça plaît pas, je reprends un peu et tu ajustes le tir petit à petit. Et à la fin, tu arriveras à créer quelque chose de nouveau et d'adapté. Mais il faut y aller étape par étape. Faut pas se dire que tu vas avoir tout bon du premier coup si tu réfléchis assez fort et assez longtemps, tout seul. Ça marche pas. Très rarement. C'est un entraînement pareil, ouais. Au plus tu fais, au plus tu vas réussir à faire. En fait, ça, c'est ce qu'on va appeler créer avec méthode. T'as des génies créatifs, t'as des Léonard de Vinci, t'as des Steve Jobs, mais pas tout le monde a un génie créatif. Nous, notre vision, du coup, ce qu'on avait noté, par exemple, pour les alliés, c'était aussi s'entourer, l'environnement. Ouais. Les encouragements aussi, ça c'est plus dans l'enfance, enfin, ou en tout cas, peut-être si on te dit toujours que t'es nul et que tes idées sont nulles. Ça aide pas, c'est sûr. On s'est dit que ça aidait pas. Non. La confiance en soi, du coup, par d'écoulement. Ouais. La motivation aussi, ça t'en a parlé. Ouais. La motivation, du coup, intrinsèque. Mais ça rejoint aussi ce que tu dis par rapport aux félicitations, parce que si tu crées pour être félicité, c'est pas forcément une bonne motivation, parce que c'est une motivation externe. Il vaut mieux créer pour avoir du plaisir. Alors après, ça peut être une motivation externe, ça peut marcher une motivation externe, c'est pas le mieux.
Mais effectivement, si t'as pas confiance en toi, tu peux pas te féliciter toi-même, être content toi-même. Du coup, c'est plus compliqué. Du coup, tu vas aller le chercher à l'extérieur. Et effectivement, avoir un entourage qui est plutôt positif, c'est bien. Effectivement, si t'as dans ton entourage que des gens qui vont te dire ça marchera jamais, tu fais de la merde. Donc il y avait l'expérience, forcément, ça on en a parlé. Ouais. Il y avait l'ennui et la méditation. Ça, je sais pas si... L'ennui et la méditation. Alors, ouais, c'est particulier ça. Il y en a qui disaient aussi, c'est pour ça que sous la douche, on a les meilleures idées, parce que... Après, toi, tu l'as relié à autre chose, Oui. mais est-ce que ça faisait pas aussi partie du fait que sous la douche, tu fais rien? Et t'as pas autre chose à faire. Ouais. Alors qu'il y en a, ils sont tout le temps dans la stimulation, la surstimulation, Ouais. et du coup, ça permet pas l'ouverture de pouvoir accepter une idée, quelque chose, une pensée, en fait, Je qui suis assez permettrait de ouais. développer une idée. Je suis assez d'accord avec ça. Ça touche à la concentration aussi. Si tu es tout le temps en train de te bourrer le cerveau de choses et que tu te laisses pas le temps de penser et de t'ennuyer pour avoir envie de créer quelque chose, ton cerveau il va pas être prêt à le faire. Bah, vrai. c'est ça aussi, c'est pour ça qu'on a noté ça aussi en ennemi, au contraire. Ou, par exemple, les écrans et le mauvais, en tout cas, le mauvais temps passé sur tous les réseaux, etc. Ben, ça... Ouais, si celui-là il est à double tranchant, je dirais. Parce que autant ça peut être une source de stimulation qui va t'inspirer, qui va te permettre de justement faire des analogies avec des choses auxquelles tu n'aurais pas pensé. Soit au contraire, ça va te mettre dans un mode où ton cerveau va être en mode pilote automatique et tu vas pas avoir cet ennui nécessaire à avoir une pulsion créatrice. Donc. On avait noté aussi le stress, Oui. le manque de temps, les croyances, donc ça c'est lié, Ouais. pareil, la Le confiance stress, et manque tout. de temps, ça aide à rien. en Les général. peurs, c'est vrai. Vous n'avez pas parlé des émotions, je crois. Les émotions, ça peut être de bons moteurs, comme de gros freins aussi, hein. Là aussi à double tranchant. Mais notamment dans tout ce qui est créativité artistique, en général, la pulsion, elle vient d'une envie d'exprimer une émotion à la base. Et après, dans les freins que tu peux avoir, tu parlais de tout ce qui va être aussi dans la perception des autres et comment on se juge soi-même. D'avoir peur de ne pas être pertinent, de ne pas être assez créatif, d'avoir des mauvaises idées, ça peut être un gros bloqueur. Et justement, tout ça, il faut le démystifier et essayer d'être un peu créatif et de voir comment ça avance et d'essayer de surtout prendre plaisir à l'activité en elle-même, plus qu'au résultat. Il y a une dernière question. Ouais. Tu vois, parce que, en fait, ça c'est un plateau, Ok. c'est un château, mais... C'est aussi une question. c'est aussi Attention, le une réveil. carte. Bah, du coup, c'est la toute dernière question, donc c'est un peu en rapport avec ce qu'on disait. Ouais. Mais là, c'est plus dans le concret. Donc concrètement, quel outil ou ressources tu conseillerais pour cultiver sa créativité? Alors, je dirais déjà, pour créer avec méthode, alors ça dépend ce que vous voulez créer, si c'est artistique ou professionnel, mais je vais partir sur le principe un peu professionnel d'abord. Renseignez-vous sur le design thinking. C'est une très bonne méthodologie qui permet d'apprendre à créer avec méthode. Après, il y a pas mal de ressources complémentaires, des outils qui favorisent l'inspiration. Créez-vous déjà, selon le domaine dans lequel vous voulez créer, un petit peu de la veille, allez parcourir des articles ou des contenus de gens qui sont dans le même domaine que vous, et allez vous inspirer de choses dans d'autres domaines aussi. Vous ne renfermez pas uniquement dans de l'expertise de votre domaine, ça c'est important, ou entourez-vous en tout cas de gens qui ont d'autres expertises pour réfléchir avec vous. Après, si vous êtes seul, il y a un très bon outil, c'est les IA, notamment le type ChatGPT, Gemini, donc tous les outils conversationnels. Par exemple, moi je m'en sers pour avoir quelqu'un avec qui discuter d'un sujet, par exemple, et voir en quoi ces idées à lui qu'il va me proposer, si je lui en demande, sont pas bonnes. Et après, on peut même, dans certains cas, quand c'est plus artistique, par exemple, je sais pas, moi, pour des paroles de chansons ou quoi, lui demander de faire un essai, de créer quelque chose. C'est pas pour l'utiliser, c'est pour se dire, ah ouais, ça j'aime bien, ça sert de source d'inspiration, ça j'aime pas, c'est nul. Du coup, ça donne un petit peu des pistes pour s'inspirer, pour voir ce qui est bon ou pas, pour après créer soi-même. Voilà, donc c'est des bons outils pour synthétiser de l'info, l'avoir à disposition et tester des pistes ou pas. Ça peut aider quand on est tout seul. Sinon, ouais, le mieux, ça reste d'essayer, de faire un petit bout, de le tester et de recommencer. Et du coup, ouais, tu parles de l'inspiration là surtout. Ouais. Parce que, et aussi, nous, on avait noté au niveau du cadre, tu disais pour être
Bah, par exemple, Notion, Miro ou Canva. Ouais, Pour pouvoir ça se développer, c'est des outils pareil, c'est informatique avec. ouais. C'est des outils de productivité qui marchent bien. J'utilise beaucoup les outils de whiteboarding virtuel, de tableau blanc virtuel comme Miro, FigJam maintenant qui est intégré dans Figma. C'est très bien pour collaborer, ça permet de faire des supports de collaboration où tu peux faire des ateliers en distanciel. Grâce à ces outils, maintenant en virtuel, on peut faire plein de choses. Donc ouais, ça c'est très bien pour collaborer. Après Notion, très bien pour organiser les idées et avoir de la traçabilité. Attention, c'est très facile de trop s'investir dans un Notion et du coup de créer une usine à gaz où le but à la fin c'est plus d'entretenir le Notion que de créer quelque chose. Donc attention à ça. Ok. Ouais. Faut le prendre parce que nous on l'utilise beaucoup. Hein. Ouais. Après forcément il y avait les livres, les podcasts, les trucs pour, Ouais, pour s'inspirer. Se mettre à jour sur les connaissances, de ce que font les autres, ouais, c'est super important. Eh bien écoute, on a réussi à le terminer ce podcast. Est-ce que tu avais envie de rajouter quelque chose qu'on n'a pas dit ou qu'il peut être important? Non, j'ai apprécié le moment, c'était cool de pouvoir discuter de sujets comme ça. C'est rare de pouvoir prendre du recul et de parler vraiment de ça de manière un petit peu générale et pas appliquée à une situation, donc c'était top. Et ouais, non, important de rester curieux toujours et de pas hésiter à faire le premier pas pour se lancer dans une activité créative et tout le monde peut être créatif. Voilà. Bah, merci beaucoup. Bah, merci beaucoup d'avoir regardé ce podcast avec nous. En tout cas, c'était très agréable d'être avec toi, Mathieu. Merci. On vous redirige aussi vers son compte LinkedIn parce que tu as exprimé ton métier en début de vidéo. Donc si ça intéresse, Mathieu Forens sur Oui. LinkedIn. C'est ça, Mathieu Forens. On mettra en description tes réseaux. On va faire un prochain podcast super intéressant. Donc si vous voulez le voir quand il sortira, c'est avec plaisir. Nous, on continue donc de faire des interviews. L'entreprise Voix, donc on vous accompagne aussi dans la formation, dans le personal branding, la vidéo. Et donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, on est là. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ils sont comme ça.